Buonasera, benvenuti al quinto appuntamento del ciclo Il Seminario Presenta, questo ciclo del Seminario di Filologia Francese che si riunisce episodicamente per presentare delle opere di particolare rilievo scaturite dalla francesistica italiana. Questa volta siamo qui riuniti per presentare un libro del massimo interesse, lo mostro, ed è questo, L'opera umana di Paul Valéry, corso di poetica del 37, dal 37 al 45. Questo è il corso di poetica che Valéry ha tenuto appunto al Collège de France in quegli anni. È un corso che è stato pubblicato qualche anno fa, nel 2023, in Francia, da Marx, e è un volume enorme, 1400 pagine. Sono stati trascritti e recuperati tutti i materiali relativi a questi 8 anni di corso sulla poetica, poi ci diranno esattamente il valore da assegnare a questo termine. Devo dire che l'edizione francese è un'edizione altissimamente specialistica. È un libro che si tiene con difficoltà, in qualche modo, in mano, che si legge, ci si perde, è abbastanza un cantiere aperto, direi addirittura apertissimo. Pertanto, veramente c'è da salutare l'ingegno, l'astuzia, la intelligenza delle due curatrici che hanno curato, curatrici a cui si deve questa edizione, Maria Teresa Javert e Paola Terra. Perché che cosa hanno fatto? Hanno avuto il coraggio di fare una selezione delle lezioni del Collège de France. 2 Maria Teresa Javert le aveva già pubblicate nei Meridiani che aveva curato qualche anno fa, recuperando i testi più importanti tra questa massa. Che cosa sono? Sono delle trascrizioni di lezioni, non abbiamo i testi scritti di molte di queste lezioni, dunque sono delle trascrizioni, lettura non facilissima per quanto interessantissima. E che cosa hanno fatto le curatrici? Hanno puntellato queste lezioni con dei testi invece conosciuti, scritti da Valéry, che trattano dallo stesso più o meno argomento sui quali sono impegnate le lezioni. Dunque abbiamo la voce in qualche modo di Valéry con tutto il suo discontinuo, allo stesso tempo il testo pubblicato il corrispettivo, diciamo, elaborato. E tutto questo rende il libro finalmente tutto fruibile, interessante, tracciando uno degli itinerari, diciamo, intellettuali, siamo alla fine della vita di Valéry, del massimo interesse. Lezioni, qui abbiamo l'opera umana, in verità corso sulla poetica. La poetica, subito detto, è proprio dal greco il verbo fare, poiein, come questo è l'interrogativo: da cosa scaturisce la creazione nell'animo umano? Proprio qual è il processo di fabbricazione di una idea, di un'immagine, di una intenzione? Qual è proprio la meccanica di funzionamento del nostro cervello quando si applica, quando interroga le forme dell'esistere, della vita? Questa è la titanica, prometeica domanda che si pone Valéry. Di tutto questo c'è un campione assoluto che è Leonardo da Vinci. Leonardo proprio è il nome tutelare di questo libro, di questo corso, di questa riflessione. È Leonardo che guarda un vortice nell'acqua, quel disegno che traccia un vortice nell'acqua e ci riconosce la forma di un ricciolo che trasporrà in arte. E questo ricciolo di un qualche punto scaturito dal vortice diventa una ruota idraulica, sempre nei disegni di Leonardo. E questo è il processo per associazione, per intuizione, che collega le cose tra di loro e avvicina lo spirito
al segreto dell'essere, della creatività, della creazione. Tutto questo poi si scontra, tutta questa indagine sulla creatività, alla storia, perché come soprattutto Paola Cattani insiste nella sua introduzione, che segue quella di Marina Giaveri, tutto questo si lega strettamente agli anni terribili, perché sono gli anni di guerra durante il quale è svolto il corso. E Valéry non può accorgersi che tutta questa meraviglia che nasce o scaturisce o rimbalza in Leonardo finisca in questo furore tecnologico che porta a quello che ha visto, alla distruzione. Vi leggo soltanto una citazione a proposito di Voltaire. Si direbbe che ogni nostro sforzo di pensiero, ogni inaudito incremento delle nostre reali conoscenze non sono serviti che a portare, ascoltate, una potenza tremenda e selvaggia nei modi per farla finita col genere umano e a distruggere in lui ogni speranza. Questa è dunque l'amarezza legata al contingente e alla storia che nutre, ma per lo tutto amareggia profondamente, ma rende anche tremendamente attuale questa riflessione di Valéry. Ora, per riprendere e finire con l'immagine del vortice che diventa ricciolo, che diventa ruota idraulica, per fortuna 15 giorni, solo 15 giorni dopo la morte di Valéry, l'umanità conoscerà un nuovo ricciolo, che è proprio il fumo atomico di Hiroshima e Nagasaki. Grazie a Dio, a Valéry questo esito fu risparmiato del suo, come dire, vortice leonardesco. Questo per dire proprio l'interesse di questa riflessione e la sua attualità. Ora, oggi noi presentiamo quest'opera interessantissima, e con i curatori, dunque Maria Teresa Giaveri, come ho già annunciato, come ho già detto, accennato, e ha curato il Meridiano Paul Valéry nel 2014, ha curato molti libri, ha curato un grande meridiano dedicato a Colette, e dunque nessuno di più titolato di lei, uno per curare questo libro e due per parlare. Poi abbiamo Paola Cattani, che insegna letteratura francese a Roma 3, e Paola Cattani co-dirige l'equipe Valéry à l'ITEM e ha pubblicato l'edizione degli scritti politici inediti di Valéry, e per questo si intreccia con quello che abbiamo appena detto, L'Europa e lo spirito, scritti politici, da Gallimard del 2020. E poi c'è un ultimo libro di Paola, un'idea di Europa, liberalismo, democrazia ed etica inizio Novecento, del 24. E poi chi è curioso, chi è curioso di femminismo, di idee, di vita, c'è un profilo pubblicato da Carocci nel 2026, adesso, che Paola Cattani ha dedicato a Simone de Beauvoir, un libro agile, sintetico e interessantissimo. Bene, ma poi abbiamo il nostro grande ospite, Riccardo Fedriga, che insegna storia delle idee, delle immagini, del sapere all'Università di Bologna. È uno studioso di storia delle pratiche di lettura e dei concetti filosofici, responsabile scientifico della sezione filosofia della storia della civiltà europea, curata assieme ad Umberto Eco, di cui è segretario scientifico appunto della Fondazione Umberto Eco. Allora io a questo punto inviterei i tre presentatori ad accomodarsi qui per dare avvio a questa propria presentazione. Prego.
Buonasera. Buonasera a tutti. Il mio ruolo oggi sarà quello di liberare dalle due autrici. Sono molto onorato di essere stato invitato, sono molto grato alle autrici di avermi chiesto di dialogare con loro su questo tema. Valeria è un autore a me molto caro e la prospettiva inaugurata in questa raccolta di occuparsi anche e soprattutto degli aspetti più legati agli aspetti civili, diciamo così, e nel senso più alto del termine dell'opera poetica o poietica, diciamo meglio, di Valéry, mi è particolarmente vicina in quanto storico delle idee, ovviamente. È una disciplina non del tutto, non sempre, non completamente praticata in Italia, ma per quanto riguarda l'ambiente culturale francese, al quale mi appartengo anche sia per tradizione, ho concluso i miei studi alle École Pratique, la quinta sezione, quando ancora ero in deux écoles, e quindi questa idea di occuparsi non tanto e non solo, o comunque di partire dalle idee, dalle esperienze concrete sia degli scrittori sia dei filosofi e vedere poi però l'intreccio delle relazioni senza perdere il contatto con una rigorosa filologia, ma lavorando sul governo delle relazioni, mi è molto vicina. L'ho ritrovata molto in questo bellissimo libro pubblicato da Gramma Feltrinelli. Vedo che c'è anche dietro l'editoriale di Gramma Giuseppe Russo, che ringrazio per avermi coinvolto. Corso di poetica 37-45. Partiamo dal 38 invece, sostanzialmente. Perché partiamo dal 38? Perché è uno degli anni più terribili che l'Europa abbia mai conosciuto. Tanto per fare i 4 punti di qui di là. Dunque, in Inghilterra Chamberlain flirta con i tedeschi nella speranza di chissà quale mediazione, in Inghilterra è sistemata. In Francia, non ne parliamo, per quanto riguarda la Spagna prende il potere Franco, per quanto riguarda l'Italia le leggi razziali, tutto l'est, a partire da Virtascia, in Croazia per arrivare a tutta la parte balcanica, sono in mano ai fascisti e ai nazisti, e in questa congerie sostanzialmente che cosa pensa di fare un Léon Blum ancora, e qui torniamo all'anno precedente, ancora un po' incerto, diciamo così, fortemente sbilanciato, cerca di prendere alcune figure sostanzialmente politicamente e intellettualmente. C'è questa idea molto molto interessante, secondo me, che a noi italiani un po' manca, cioè di prendere delle figure e degli intellettuali e metterli all'interno di posizioni apicali dal punto di vista istituzionale. Attenzione, non è l'intellettuale organico, gramsciano, che fa l'accademico, ha i contatti con le case editrici e poi quindi è una quinta colonna del potere politico. Assolutamente no, è proprio una figura istituzionale francese, dello Stato francese, che viene messa in ruoli apicali. Dopo un periodo di voluta, come dire, non direi tanto voluta intenzione di mantenersi nascosto, ma insomma di ritagliarsi uno spazio per poter riflettere meglio sul ruolo del proprio deuteragonista per quanto riguarda Valéry, e cioè appunto a partire dalla storia di Setest sino alla giovane Parca, cioè avere lo spazio e il tempo per riflettere sui meccanismi del proprio pensiero, una volta che il proprio pensiero è stato registrato sulla carta. Ecco che nel giro di un paio d'anni, 2 o 3 anni, viene dapprima a Nizza, poi
viene incaricato di lavorare, poi abbiamo l'elezione all'Accademia, poi abbiamo le elezioni al Collège, passando anche per la creazione del Museo della Letteratura, la direzione del Museo della Letteratura, di cui si parlava poco fa. E quindi ecco che questa figura un po' schiva nella tradizione, tra l'altro, che parte dai Marquis de Landerone, insomma, e attraversa tutta una serie di intellettuali, di poeti che si riunivano in quegli anni, più che all'interno di accademie e istituzioni, nelle proprie case sostanzialmente. Pensate a una cosa, a degli incontri molto come dire, frequentati anche in quel periodo, cioè legati alla casa di Marcel, nella Rue de Tournon, dove andavano Merleau-Ponty, dove andava tutta una tradizione che poi sfociò, per quanto riguarda l'Italia, Luigi Parison, ma ne parleremo, che poi sfociò nelle riflessioni esistenzialiste. Ebbene, tutta questa serie di tracce diventano istituzionali, ed ecco che Valéry diventa sostanzialmente una figura incaricata di rappresentare davanti alla barbarie l'indipendenza di che cosa? Di uno Stato attraverso che cosa? Per noi sarebbe inconcepibile nel tempo in cui viviamo, purtroppo, attraverso la poesia e attraverso la riflessione intellettuale. Mi pare, e qui lascio la parola alla professoressa Gioveri, che un taglio rispetto anche al meridiano importante di quest'opera sia proprio la considerazione e la scelta di scritti civili, legati sempre e comunque a questo ruolo fondante della poesia per quanto riguarda la vita civile, ma comunque c'è questo legame, cioè di una poesia non fine a se stessa, ma all'interno di questo poema non c'è solamente l'analisi e la riflessione sulle regole del creare poetico, ma anche una riflessione sulle regole della creazione di un'istituzione politica nel senso più alto del termine. Dunque, è aperto? Sì, questo. No, è aperto, sì. Ci siamo domandati, parliamo in francese o in italiano? Cosa preferite? En français, s'il vous plaît. D'accord. Oui, facciamo. Excusez-moi. Voilà. Non, je vais commencer en italien parce que le professeur avait commencé en italien et donc je suis Oui, Si vous pouvez, si c'est pas, si ça vous gêne pas. Pas de souci. Donc, c'était les années 92, 93, plus ou moins. J'étais chez Agathe Valéry Douard, la fille de Valéry, qui s'occupait aussi des droits d'auteur. J'étais en train de m'occuper justement de certains inédits qu'on allait publier. Et Agathe me dit, mais ma chère, je viens d'avoir un coup de fil d'un chercheur qui me demande si les droits de publier les articles de Yggdrasil, il y a un certain nombre de résumés du cours de poétique de la première année. Et il a pourquoi ne pas publier le cours de poétique? Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil? Et donc j'ai travaillé plus ou moins un mois sur les cours de poétique, c'est-à-dire les manuscrits des premières années, Valéry écrit tout ça. Il hésite beaucoup entre poétique et poétique. Et à la fin, il choisit poétique, je pense, parce que déjà sa nomination au Collège de France avait irrité un certain nombre de personnes qui disaient mais non, c'est pas un professeur universitaire. Académie française, bon, tu dois être un personnage important. Collège de France, quand même, il faut avoir une espèce de curriculum d'activité professorale. Et donc il choisit poétique parce que c'est un nom, bon, Aristote est là-haut, mais c'est intéressant que vers la fin du cours, lorsqu'il note des choses, il utilise encore parfois le mot poétique. Donc ça lui reste dans le cœur. Il a toujours souligné poésie, ça signifie poiein, faire. Et donc ce mot poétique, c'est-à-dire la fabrication lucide de quelque chose, ça lui plaît beaucoup, même s'il choisit poétique. Et donc il y a les notes, je disais, et les textes de la première année entièrement, une partie de la deuxième année, et progressivement, il y a tout simplement des notes de chemin,
Tandis que Gallimard fait faire une scénographie du cours à deux secrétaires. Et donc, le cours de poétique, en réalité, on a des textes de Valérie. Il y a ces résumés faits et publiés dans Yggdrasil, le nom s'appelle vraiment Mallarmé et Symbolisme, publié dans cette revue. Et il y a les scénographies de l'oralité de Valérie. Alors, on a ici, on a plusieurs professeurs, on sait très bien, moi, l'idée de quelqu'un qui publie tout simplement ce que je dis, avec toute la redondance liée au discours oral, ça me ferait peur. Et aussi, Valérie dit non, avant de publier, je dois voir, revoir, etc. Il publie seulement la première leçon, parce que ça fait partie des habitudes du Collège de France. Et sur le reste, on a ce type de documents de caractéristiques différentes. Il y a des pages qui manquent aussi. Donc, il y a toute cette série de choses, de documents. Moi, je réfléchis un peu et je décide, non, je ne vais pas publier le cours, mais que c'est intéressant. Et donc, je vais en donner un aperçu. Et donc, quand je fais les méridianos, j'ai publié le programme en général et les 3 premières leçons, parce que ça donne une idée d'un parcours, qui est un parcours valérien. C'est-à-dire, je dis toujours, mon système est manque de système. C'est-à-dire, ce n'est pas le système, ce n'est pas ce qu'on propose à la fin de toute une vie en disant, et voilà, la vision globale. Ce sont des parcours, et parfois, il prend des routes un peu à côté, et parfois on n'a pas des choses importantes qui pourraient l'expliquer. Et donc, j'ai pensé que si on allait le publier, il fallait faire quelque chose d'assez particulier. Et je suis assez heureuse que le collègue Thomas qui ait aimé ça. C'est-à-dire, on a pensé de faire un parcours qui est chronologique et en même temps thématique. Donc, c'est 4 parties. Chaque partie, c'est un thème, et en même temps, ça commence au début, lorsqu'il explique qu'est-ce que ça signifie pour lui, poétique, c'est-à-dire se faire, se poième, se faire des activités de l'esprit, jusqu'à la fin, où progressivement, l'histoire entre dans la vie quotidienne. Et donc là, c'est la société, ça c'est, j'ose pas dire l'engagement, mais c'est le rapport avec tout ce qu'il y a autour de lui au moment où il y a la guerre, il y a l'occupation nazie, etc., etc. Et donc, il y a un parcours qui est en même temps thématique et chronologique, mais on a ajouté une série de textes, en partie inédits, des textes où Valérie, à côté du cours qu'il donnait le vendredi et le samedi pendant le semestre au Collège de France, parfois il explique davantage, ou bien il poursuit une route qu'il a vaguement indiquée dans une leçon, parce que les leçons, j'ai l'impression qu'il vit ce rôle de professeur au Collège de France. Et donc, son langage est un langage qui a des caractéristiques aussi, parce qu'une partie de cours, ce sont, comme je disais, il y a des documents d'oralité, des caractéristiques un peu plus professorales que qu'on est habitué à lire dans ce qu'on dit Valérie. Donc, on a ajouté là où on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui manquait, ou bien quelque chose où, en réalité, Valérie voit des routes qui va poursuivre à côté dans un article, dans une conférence. Donc c'est un texte composé, mais qui permet, à mon avis, de mieux comprendre qu'est-ce que c'était les cours de poétique par rapport à justement ces documents différents qu'on trouve dans la bibliothèque, surtout la Bibliothèque nationale, mais aussi ailleurs, un peu dispersés. Et Pietro Marchi a parlé de Leonardo Vinci. Alors il y a eu non seulement ce travail très intéressant pour moi, parce que veut dire un travail avec ce que je considère ce qu'il y a de mieux dans la critique valérienne actuelle, le travail avec ma collègue qui va parler tout de suite, mais avec des spécialistes qui sont qui étaient là pour la traduction, on a travaillé tout ça ensemble. Et si on parle de Leonardo Vinci, il y a ici
Antonietta Sala de l'Université de Pisa, qui a traduit le texte sur Léonard de Vinci, et non seulement, c'est elle qui nous a fait découvrir et qui a publié les tentatives de Valérie de traduire Léonard de Vinci. Donc, on a fait un travail en même temps aussi un peu de discussion comment rendre ça et à travers quelle lecture, quel choix et aussi quelle intégration d'autres textes. J'ai un petit cadeau qu'on va distribuer peut-être, ou vous le trouvez là. J'ai un petit cadeau pour qui veut. Ce sont 2 lettres. Une lettre j'ai publié il y a quelques années la correspondance entre Valérie et Einstein. Et ce sont les dernières lettres de Valérie et de Einstein. Valérie écrit, il a copié la lettre à Einstein, disant ce qui vous arrive est horrible. Et Einstein, qui est en train de quitter l'Allemagne et qui s'est réfugié en Belgique, répond avec une lettre très très belle. Donc j'ai le manuscrit, la copie faite par Valérie de la lettre de Valérie, et la lettre d'Einstein est naturellement en allemand, et j'ai demandé à Renata Papolose de la traduire. Ce sont des lettres de 33, c'est avant les années dont on parle, mais ça nous fait entrer dans le monde qui est le monde en réalité du cours de poétique, c'est-à-dire ce qui avait été l'histoire à la fin de la Première Guerre mondiale et les rapports entre les pays européens et le discours. Valérie est très engagé, c'est comme ça qu'il rencontre Einstein dans l'amitié franco-allemande, etc. Tout ça, progressivement, est en train de disparaître. La France a le Front populaire, et donc l'Italie n'a plus la cousine méditerranéenne, la cousine latine, l'Italie fasciste et le Front populaire français se regardent l'un contre l'autre, et l'Allemagne est devenue nazie, et l'Espagne, etc. Donc ce qui arrive, c'est un monde qui est en train de préparer la guerre. Et donc il y a la lettre de Valérie qui dit quelle horreur, j'apprends avec dégoût, tristesse et dégoût ce qui vous arrive, venez ici à Paris. Et Einstein qui répond ce qui m'arrive n'est pas important, lui il est Einstein, mais voyons les autres, mes collègues chassés de l'université, des laboratoires, etc. Ce qui arrive est horrible. Et pourquoi le monde ne dit rien? Et pourquoi les académies ne disent rien? Et donc ça nous fait un peu entrer dans cette atmosphère qui va être, à partir de 1937, l'atmosphère de l'Europe. Et le cours de poétique, comme je disais, passe à côté, et parfois on ne peut que voir ce qui se passe. Donc au début, c'est la poétique de quelqu'un qui est un peu, pour prendre l'image de Valérie Robinson, un homme seul qui médite, qui fait son île, qui travaille dans son île et qui fait son île, et à la fin, il parle de production, de réception, c'est-à-dire il parle d'un rapport à l'intérieur d'une société et d'une histoire. Je voulais aussi souligner une chose, bon, après j'ai d'autres choses à vous montrer, mais quand je fais le Meridiano, on m'avait donné seulement un volume, donc seulement un certain nombre de pages, alors j'ai choisi un parcours. Et c'était l'autofabrication de Valérie. Comment il se bâtit, pour utiliser un verbe valérien, comment à travers ce que notre collègue a dit justement, les années de silence, où il tout simplement il réfléchit, il travaille comme un petit employé, il a une vie tout à fait cachée, et il bâtit progressivement, c'est pas un système, mais ce sont des recherches sur certains points. Et ce qui se passe, je vais dire une chose, oui, poétique. Et à la fin, justement, c'est le rapport avec le monde politique, avec le monde social, avec ce qui se passe en France, ce qui l'intéresse. Non, mais là, on va en parler plutôt après. Mais ce qu'on voulait tout simplement souligner, c'est que même si dans le Meridiano, j'avais vu le
problème, cette première partie de Valérie, c'est-à-dire la fabrication de son propre esprit, dans cette partie, dans cet autre travail, je voulais voir l'histoire personnelle, et donc la biographie de Valérie, parce que pendant ces années de cours de poétique, il tombe assez horriblement amoureux d'une horrible femme, disons-le, qui aimait beaucoup les personnages qui avaient beaucoup qui étaient importants, qui étaient connus, etc. Bon, il y a son histoire personnelle, dont on n'a pas parlé pendant des années, aussi parce qu'il y avait la famille qui désirait qu'on n'en parle pas. Son histoire personnelle et l'histoire, ce qui se passe de 37 à 45. Et je dois dire que j'y réfléchissais, j'écrivais sur ces problèmes de l'histoire pendant ces années-là avec une certaine angoisse par rapport à ce qu'on est en train de passer et de penser et de craindre maintenant. Et donc j'ai fait une introduction plutôt biographique et historique, chose que je n'ai pas fait, que je n'ai pas fait dans Meridiani, et j'ai laissé la réflexion sur la pensée du cours de poétique, surtout à ma collègue. Et je lui passe la parole. Non, c'était seulement pour m'inscrire dans cette réflexion avec question sur le fait que Valérie parle dans sa réflexion de la société comme une sorte de machine fragile. Et cette machine fragile doit être augmentée et maintenue grâce merci à des instruments qui sont des instruments je dirais mécaniques, métaphoriques, qui sont des relais, des relais de l'esprit, et qui anticipent toutes les réflexions sur les sciences cognitives contemporaines et sur l'ontologie sociale, et sur toute une tradition philosophique qui a été redécouverte dans les années 2010, 2020, et qui est déjà, pour moi je peux la lire, la voir déjà dans les pages de Valérie. Et surtout cette idée que c'est pour moi très important, que nous devons maintenir en vie cette machine fragile grâce à des relais sociaux, disons comme ça, qui sont des relais qui ne sont pas seulement des unités mécaniques, mais qui relèvent de la non-réducibilité, si c'est correct ce mot, de l'expérience humaine au mécanicisme et à tout ce que aujourd'hui nous appelons l'intelligence artificielle de faire ça. Merci beaucoup, Rebecca. En effet, tu soulèves deux questions, je pense, cruciales. D'un côté, la réception de Valérie, donc la pensée séminaire de Valérie, et j'y reviens dans un instant. Et d'un autre côté, au contraire, la définition de la société, donc l'originalité de la pensée valérienne dans ce cours. Je commence par l'originalité de la pensée valérienne, en effet. Alors, ce n'est pas que le cours de poétique ajoute quelque chose, mais tout simplement, Valérie se trouve dans la situation où il tient à souligner, à mettre en avant certains aspects qui avaient échappé aux lecteurs et aussi aux critiques. Et en effet, il reprend certaines thématiques qui sont pour lui importantes, qu'il avait insérées dans ses textes, dans ses articles, dans son œuvre, et il insiste sur certains passages essentiels. Ce qui fait que le cours contribue à nous donner une image un peu différente de l'image généralement arrêtée de ce poète, de cet auteur, qui s'est présenté lui-même comme un poète pur, donc comme un poète qui refusait
unitaire et élitiste tel qu'il se présentait, c'est Robinson sur l'île qui voulait juger les choses à distance. Bien au contraire, dans ses pages sur sa définition de la société, insiste sur la tension entre semblables et dissemblables. Pour être en société, il faut reconnaître ce qu'on a de commun, ce qu'on a de semblable entre nous, et puis l'écart de l'originalité de l'esprit. Donc voilà, je pense que dans cette pensée valérienne, évidemment, Valérie prend forme, la pensée sociale de Valérie prend forme sur le fond de la pensée psychologique, physiologique de son temps, donc Théodore Rigaud, Ernest Mach, etc., qu'il cite abondamment, et Marcel Mauss aussi, qui était son collègue au Collège de France. Mais effectivement, il faut aussi l'interpréter sur le fond, disons, de cette élite transnationale libérale qui défend l'originalité et la liberté de l'esprit contre les totalitarismes illibéraux qui essayent de supprimer la liberté de l'esprit. Donc effectivement, cette valorisation de l'originalité de l'esprit en tant que tel, mais aussi du rapport avec l'autre, un autre qui fait ressortir de nous des caractéristiques que nous ne connaissons pas avant les rapports avec l'autre. Donc voici un Valérie complètement, disons, qui ne fait pas les choses tout seul, mais qui cherche l'autre en tant que complément de l'identité personnelle. Un autre élément qui nous permet de déplacer un peu l'image de Valérie qu'on a d'habitude et qui émerge des pages de cours est précisément cet antimodernisme célèbre de Valérie. Alors Valérie, évidemment, regarde la modernité avec soupçon, puisque en effet la modernité est porteuse de l'idole de la facilité qui est un idole moderne, alors que lui est plutôt pour le labeur, avec la lenteur qui est connectée à ce labeur artistique. Mais bien sûr, d'un autre côté, Valérie se rend compte, s'aperçoit du danger d'une posture anti-moderne qui s'est réduite à la pure, disons, critique négative. D'où ces pages sur Voltaire de l'année 1945. Donc Voltaire n'était pas un auteur chéri par Valérie, il n'était pas son livre de chevet, puisque précisément Voltaire croyait dans le progrès, au contraire. Mais Valérie pense qu'effectivement, en 1945, au moment de la libération, il faut repartir d'une proposition positive, donc, et il choisit de repartir des idéaux de lumière interprétés par Voltaire comme modèle d'homme de goût. Donc quelqu'un qui s'est opposé à l'équilibre, une douceur même envers les défauts de l'humanité. Donc voici aussi, le cours nous permet de comprendre que son antimodernisme se pose tout de même au service de l'avenir, n'est pas purement négatif. Et plus généralement, il faut aussi réinterpréter, disons, le célèbre formalisme de Valérie. Valérie est un auteur qui a toujours primé, disons, l'importance de la forme. Mais à travers le cours, on comprend que la forme n'est pas un retranchement sur soi-même, un enfermement dans la tour d'ivoire. La forme, au contraire, est une force, disons, opératoire qui permet de se poser, c'est une proposition très concrète pour aller contre cette facilité des modernes. Donc effectivement, Valérie parle d'éthique de la forme. C'est très intéressant quand un interprète de Valérie tel que Barthes, par exemple, et qui a contribué énormément à imposer l'image de Valérie formaliste dans les années 70 notamment, a tout de même aperçu l'importance de cette notion d'éthique de la forme, puisqu'il avait été un auditeur du cours de Valérie à l'époque, à la fin des années 30, et il reprend cette idée de l'éthique de la forme dans certains de ses écrits. Par exemple, écrit à Frémont, il parle de la morale de la forme. Donc c'est lui qui a le plus contribué à arrêter l'image de Valérie formaliste, a contribué tout de même à sauver aussi cette notion que je trouve, c'est l'un des choses les plus intéressantes du cours à mon avis. Et j'en viens donc à la question de la postérité, puisque effectivement Valérie, la pensée de Valérie est une pensée séminale, il faut le dire. C'est-à-dire que sont nombreux les penseurs de la seconde partie du XXe siècle qui se sont appuyés sur les
textes valériens pour élaborer leurs propres réflexions et des réflexions parfois qui ont marqué l'histoire des idées du XXe siècle. Je pense par exemple à des auteurs comme Edouard Saïd qui a parlé d'orientalisme à partir de certaines pages de Valéry, mais aussi Marc Bloch, l'apologie de l'histoire. Il dit l'avoir écrite pour refuser l'amorisme de Valéry sur l'histoire en tant que produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Et aussi, on pourrait songer à l'autre opérateur, Umberto Eco, qui effectivement, là aussi, a des dettes envers Valéry. Et alors, nous sommes demandé l'une des questions qui est aussi le point de départ de cet ouvrage, mais plus en général, que je travaille aussi dans mes études sur Valéry ces dernières années, est pourquoi la pensée de Valéry est tellement, disons, importante, son influence est tellement remarquable auprès de la postérité, mais aussi auprès des contemporains. Et je pense qu'il y a plusieurs réponses, évidemment. D'un côté, c'est le style de Valéry, ces phrases qui sont toujours très denses, donc qui problématisent, qui ne soustraient rien à la complexité des choses et donc qui sollicitent le lecteur à la méditation, à la réflexion. Mais aussi, je crois, c'est surtout le côté anthropologique du chantier de Valéry, puisque le cours montre bien qu'il s'agit là d'un chantier proprement anthropologique, non pas seulement poétique ou littéraire. Valéry se pose le problème du rapport, de la différence, du fonctionnement d'abord de l'humain, comme le répète Thomas qui l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi de la différence entre ce qui est humain, ce qui est naturel et ce qui est artificiel. C'est une réflexion pour lui très importante qu'il développe dès le début des années 20 avec Aubalinos, mais surtout qu'il développe dans le cours et qui nous parle toujours évidemment le problème de ce qui est artificiel. Et là, je pense, Valéry nous donne toujours des sollicitations. Et deuxième élément que je trouve très, très important pour notre modernité d'aujourd'hui même, la réflexion de Valéry sur disons, ce chantier anthropologique sur le fonctionnement de l'humain se pose le problème du rapport entre les présupposés et l'héritage de la culture de l'Antiquité classique et le monde moderne, un monde moderne qui refuse ces présupposés, disons, de l'Antiquité classique. Et lui, en tant que, quand il s'était formé à la fin du XIXe siècle sur les lectures de l'école de l'époque, c'est-à-dire les classiques, grec, latin, l'humanisme, se pose le problème de trouver une nouvelle incarnation, une persistance des idéaux classiques dans un monde moderne qui tend à les refuser. Donc nous sommes, je pense, toujours dans ce problème, et c'est la raison pour laquelle Valéry est toujours très parlant à ses lecteurs. Voici, donc j'ai essayé de reprendre ces deux suggestions sur la postérité et sur l'originalité de la pensée valérienne. Je pense que je pourrais souligner un élément qui me paraît assez amusant au fond, c'est la situation paradoxale de Valéry et aussi pour le poétique certains éléments de paradoxe. Parce que c'est en même temps quelque chose de lié à une époque et quelque chose qui ouvre vers des parcours de modernité, d'actualité, la critique génétique, quelle est l'image de Valéry, les analyses cognitives Valéry, etc. Et il y a des éléments de paradoxe. Mais je voudrais, je ne sais pas si souligner des choses biographiques. Valéry, fin du siècle, les années 70, 71, donc c'est Valéry, Gilles de Proust, toute une génération qui va changer la littérature. C'est un jeune poète qui a 20 ans, qui lit Mallarmé, qui lit Rimbaud, qui rêve d'être poète, et à un certain moment, il théâtralise un peu ça dans La Nuit de Gênes, mais qui dit non, je ne veux pas être à la hauteur, je laisse tomber. Mais il y a quelque chose dans cette angoisse de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, il y a quelque chose que le sauve, ce qu'il dit, c'est le besoin de savoir.
donc je n'ai pas écrit pour devenir poète, écrire pour se connaître et voilà tout. Et c'est ce qu'il fait pendant plus de 20 ans, c'est-à-dire une vie d'employé, une vie familiale, y compris le fait de choisir une femme. Mallarmé a toujours rêvé de me voir épouser une des sœurs Gomillard. Donc tout est, comment dire, à côté, tout est caché, je disais. Et tout ce qu'il fait, c'est le matin. En réalité, dans le petit cahier dans sa poche, on ne va pas le dire, disons que le matin, il écrit dans des cahiers des réflexions sur le fonctionnement de l'esprit. Et à propos d'esprit, il y a toujours des problèmes pour traduire, naturellement, la spiritualmente, etc. Et je voulais vous montrer, et je le laisse ici, ce que je considère l'image la plus fascinante pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'esprit, le système de Valéry. Pardon. Et ça, c'est l'alphabet, c'est-à-dire il écrit 24 textes qui commencent par les 24 lettres de l'alphabet français pour illustrer, qui avaient des images qu'on lui avait proposées mais qu'il n'aime pas. Après, il ne termine pas, il publie quelques lettres et il laisse. Je vous laisse après regarder ce qui est à mon avis l'image, parce qu'il fait aussi un petit cahier avec des images qu'il préfère, et je le laisse ici, pour indiquer qu'est-ce que c'est que la formule, la meilleure pour indiquer qu'est-ce que c'est que l'esprit Valéry. C'est ce qu'il appelle C et M, corps, esprit, monde. Et le corps, c'est un corps féminin. Le monde, c'est un monde marin, il y a la mer autour. Et l'esprit, c'est l'image du corbeau d'Edgar Allan Poe, qui a été le centre de sa réflexion et aussi de son envie de sortir de l'angoisse quand il avait 20 ans. Il s'est demandé qu'est-ce que je vais faire de moi-même ou de mon futur, mais il dit qu'il y a Poe au fond de moi, le besoin de savoir. Et donc, ce qu'il y a de... Oui, ça m'a fait une édition avec facsimilé. Et donc, cet homme qui est à côté, qui vit une vie de petit employé, qui publie 2 ou 3 petits textes bizarres, comme un petit conte Monsieur Test. Qu'est-ce que c'est que Monsieur Test? Une intelligence merveilleuse qui ne fait rien. Et à un certain moment, son ami J, tous ses amis autour de lui sont devenus des personnages importants dans la littérature, dans le journalisme, dans les maisons d'édition. Et Gilles lui dit, écoute, recueille un certain nombre de tes poèmes. Lorsqu'on était jeunes, tu te rappelles, on était chez Mallarmé, on s'aimait bien. Bon, il dit d'accord, je gratte les tiroirs et il dit heureusement que je n'ai aucun regret. Mais bon, il va plus rendre un peu meilleur ce vers, changer un peu ça. Il reprend ses 2 poèmes, une vingtaine, oui, je vais ajouter 1 ou 2 pour faire une vingtaine. Et à côté d'un sonnet des années 90, voilà un vers. Et c'est si je me vois au miroir, les larmes me viennent d'où? C'est Hélène, la beauté du monde classique qui se demande qui suis-je? C'est-à-dire, c'est le thème de Valéry, le fonctionnement de l'esprit, la constitution de l'esprit. Et il travaille sur ce vers, oui, je vais faire 40, 50 vers. 100, 200, 300, et à la fin presque à la fin de la guerre, parce qu'il y a la Première Guerre mondiale, et donc faire quelque chose à côté, ne pas penser au bulletin de la radio, c'est pas mal. À la fin, il y a ce poème, et ses amis le font connaître. On va le publier, on va le présenter, on va faire des conférences. Il y a un certain monde qui est le monde de l'entre-deux-guerres, maintenant difficile à imaginer. Ses amis vont faire connaître ce texte, qui est un texte avec des vers classiques, des alexandrins, avec le lexique, qui est exactement le lexique de Racine. Mais de quoi parler? On ne comprend rien. C'est l'ambiguïté mallarméenne incorporée. Et Valéry dit, son obscurité me mit en lumière. Il devient célèbre parce que c'est très beau. Qu'est-ce que ça signifie? On ne sait pas. On sait que c'est Dieu pas. C'est très bon quand même. Et à ce moment-là, il commence à écrire encore, pendant 4 ou 5 ans, encore des poèmes, de petits poèmes.
poème parfait, où il joue entre le fond et la forme, comme elle dit. Et en ce moment-là, il perd son travail parce que la personne dont il était secrétaire meurt et il lui avait promis une certaine situation. Et en réalité, la famille ne respecte pas les pactes. Et donc, il dit, bon, je dois trouver une façon pour nourrir ma famille. Et il est connu, il commence à être connu. Et donc, il accepte de devenir un intellectuel public. Lui est poète, un intellectuel. Et, comme disaient ses amis, y compris des amis méchants comme Léoto, lui-même, lui dit, j'écris sur commande. Et ses amis disent, il pourrait écrire aussi sur la droguerie du potin si on le payait. C'est vrai, il écrit sur commande, mais il ne fait pas ce que font ceux qui écrivent sur commande très souvent. Chaque fois, on lui propose un thème et alors il va chercher dans tout cette espèce de trésor de travail pendant des années de réflexion, des questions, quelque chose qui se rattache. Et donc, ces textes sur commande sont tous des textes qui disent quelque chose d'intéressant et qui nous parlent encore maintenant. Je disais, c'est un paradoxe. Un homme caché qui devient le plus célèbre de la France, c'est le poète officiel de la France, et pendant les années 20, c'est même le plus grand poète, le plus connu poète de l'Europe, presque. Et en même temps, un homme qui écrit sur commande et qui fait des choses où il y a une pensée originale, il y a une pensée utile, il y a quelque chose. Quand il accepte, quand il demande le Collège de France, là aussi il dit, heureusement il y a un salaire au Collège de France, à l'Académie française, non? Mais, et donc il y a toujours des éléments qui sont des éléments qu'on pourrait dire humbles et concrets, et en même temps il fait autre chose. C'est-à-dire le cours de poétique, c'est une réflexion où il met toute une série de problèmes qui ont été les thèmes et les problèmes qui l'ont poussé à réfléchir. Et donc, je disais, c'est un paradoxe. Ce texte des années de fin des entre-deux-guerres, c'est un texte qui nous parle encore. Cet homme qui vit d'une façon grise et cachée devient le plus célèbre intellectuel de France. On est à l'intérieur d'un discours et d'un jeu de paradoxes. Et je pense que c'est une des questions, des éléments qui nous rendent fascinants toujours revenir là-dessus. Toujours sur la machine fragile, et pour revenir sur cet objet culturel complexe qui est le cours de poétique. En effet, nous possédons un seul enregistrement sonore du cours de poétique, mais il s'agit d'un document très intéressant, puisque Valérie dit, c'est un passage très bref, quelques minutes, mais Valérie dit, il s'exprime sur ce qu'il appelle le patrimoine intellectuel. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine intellectuel? L'ensemble des connaissances et des œuvres écrites de l'humanité. Et il dit, il ne suffit pas nous sommes au moment de la mobilisation des réserves, disons, militaires, mais il donne des discours à la radio pour dire qu'il faut mobiliser aussi les réserves intellectuelles, l'esprit aussi, et pas seulement les soldats, pour défendre la cause de la démocratie et de la liberté. Et donc, dans cet enregistrement, il dit quelque chose de très intéressant au sujet de la machine fragile, c'est-à-dire les patrimoines intellectuels, ça ne suffit pas que ça existe, il faut le faire vivre continuellement. Il faut toujours le réactiver en parlant. Puisque les livres, en tant que tels, ne nous aident pas. Il faut les réactiver sans cesse. Et effectivement, je pense que dans cette mise en scène, cette transition du savoir qu'est le cours poétique, ce qu'il essaye de faire, c'est toujours de revivifier, voilà, ses propres aussi livres, réflexions, le chantier des cahiers et tout ça, pour le mettre à disposition, le mettre en circulation et permettre à la société derrière, voilà, de se réactiver. Merci. Donc je pense que cette réflexion sur le paradoxe du pensée inactuel qui aujourd'hui devient
sait rien face à la contemporanéité de l'intelligence artificielle qui est bête parce que c'est tout. Et donc ne fait pas aucune sélection entre ces contenus et ces documents qu'il faut préserver. Mais préserver le document ne veut pas dire augmenter autre mesure la connaissance des faits, des données et tout ça, mais faire une sélection. Et je pense que c'est ça la leçon de ce professionniste, disons, dans le sens de celui qui est poussé par sa volonté de connaître, apprendre ses poèmes, et le professionniste qui écrit. Et écrit toujours des choses par occasion, mais des choses qui sont quand même intelligentes et liées au contexte dans lequel il travaille. Ça, je pense que c'est la leçon qui aujourd'hui, à travers les pages de cette œuvre, nous laisse encore lire. Un petit aspect, une idée, disons, d'un travail de recherche à laquelle je pensais pendant que je vous écoutais, c'est les relations entre l'Italie et la France. Et le fait que dans les années 30, l'Italie était dans l'abîme culturel du néodalisme et de la pensée crociane. Et il y avait quelques exemplaires intellectuels, parmi eux l'école philosophique de Turin, avec Luigi Parkinson, qui allait à Paris et qui vivait dans ces milieux, qui sont rentrés en Italie. Et pour moi, ce n'est pas un hasard le fait que la théorie esthétique la plus importante de l'Italie, des années 60 jusqu'à aujourd'hui, ou aux dernières réflexions d'Erico et de l'école torinese, l'esthétique, ce soit une réflexion sur la théorie de la formativité et la théorie de la forme que se reproduit en se faisant forme. La théorie de la formatività che si forma facendosi forma. C'est une théorie de Parkinson, de l'esthétique de Luigi Parkinson, qui pour moi a ses racines dans cette pensée actuelle et inactuelle, cette pensée paradoxale, comme je le disais, de Valéry et de cette réflexion. Si nous pensons, il y avait dans cette année Panofsky qui réfléchissait sur les formes, Faucillon qui reprenait la théorie du Wölfflin des règles, Malraux qui réfléchissait sur les musées et sur les formes, Souriau qui réfléchissait sur les mêmes choses, Simondon qui réfléchissait sur la technique et le rôle de la forme. Ils sont presque tous des penseurs presque oubliés aujourd'hui et qui ont quelque chose de cette ère de famille, qui partagent cette ère de famille avec Valéry. Avec Valéry comme, tu l'as dit justement, le penseur séminal. Sur cette réflexion, je pense que je ne sais pas s'il y a des questions.